Bien, bonsoir, bonjour plutôt, rebonjour à tous et à toutes. Merci d'être toujours avec nous en cette fin de matinée sur cet événement FEDEREC pour la Journée mondiale du recyclage. Dernière table ronde de la matinée avec nos invités derrière moi avant la pause déjeuner et de nous retrouver cet après-midi pour une grande table ronde, une grande séance de pédagogie autour du recyclage. On va parler, pour se mettre un petit peu en appétit, on va parler emploi, on va parler filière justement avec les échanges qui vont suivre. Métiers et formation dans le secteur du recyclage, une nouvelle dynamique pour des emplois qui, vous le savez, sont non délocalisables. C'est tout l'enjeu de cette table ronde animée par Florence Roussel, rédactrice en chef de Actu Environnement. Florence, c'est à vous. Est-ce que celui-là... Ah, celui-là fonctionne. Bonjour à tous, merci Julien pour cette introduction. En effet, nous allons parler désormais emploi et compétences dans la filière du recyclage. Ce matin, vous avez échangé sur les questions de la décarbonation dans le secteur du bâtiment et sur les actions de l'Europe en matière de réglementation. Intéressons-nous maintenant à un enjeu majeur pour cette filière, les hommes et les femmes qui la composent. Aujourd'hui, 30 000 personnes travaillent dans ce secteur. Ils ou elles sont agents de tri, conducteurs d'engins, responsables d'exploitation ou encore chauffeurs poids lourds. Toutes et tous œuvrent au recyclage et participent à la construction d'une économie circulaire. Mais demain, seront-ils ou elles assez nombreux pour répondre aux enjeux du recyclage? Pour en parler, j'accueille Sylviane Troadec. Bonjour. Vous êtes la présidente de la CPPNI, la commission paritaire qui négocie la convention collective du secteur. Tout à fait. Alors est-ce que le micro... Oui, si c'est bon. Ça marche? Ah bon, oui. On ne s'entend pas. Bon, non, très bien, parfait. J'accueille également Pascal Dartois. Bonjour. Vous êtes directrice nationale de l'AFPA. C'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Nous avons également Stéphanie Lagal. Bonjour. Vous êtes directrice nationale de l'OPCO2I. Alors ça, c'est l'opérateur de compétences inter-industrie. Et enfin, nous avons deux hommes parmi ce parterre de femmes. Ali Traoré, bonjour. Vous avez 3 casquettes. Vous êtes salarié chez De Richebourg Environnement et plus précisément, vous êtes réceptionniste, opérateur VHU pour les véhicules hors d'usage et agent de tri. Et enfin, Sylvain Ingfer, bonjour. Vous êtes délégué général de la boîte Boisson, l'association des fabricants de l'emballage canette. Merci à tous en tout cas d'être présents avec nous aujourd'hui. Pour débuter, j'aimerais qu'on rappelle quelques chiffres et qu'on se projette même au-delà dans 10 ans. Que va devenir les métiers du recyclage? Sylviane Troadec, les acteurs de la filière ont réalisé une étude prospective sur les emplois et compétences d'ici 2030. Quels chiffres retenez-vous de cette étude? Alors, il y a un écho, j'espère que vous nous entendez bien dans la salle. C'est bon? D'accord. Alors effectivement, il y a une étude qui s'appelle l'étude Q, qui a été effectivement menée en 2021 et qui avait pour objectif d'évaluer quels étaient les facteurs d'évolution dans le secteur d'activité et les impacts en termes d'emploi et compétences. Alors, il a été des conclusions en termes d'emploi ont été de dire que d'ici 2030, il y aurait 8000 nouveaux emplois de créer. Et parallèlement à ça, nous aurions affaire à remplacer par an 1000 personnes partant à la retraite. Donc ce qui fait que d'ici 2030, nous allons avoir à recruter 17 000 personnes. Ça, c'est en disant d'une manière quantitative. C'est dû à quoi ce nouveau besoin de recrutement? Alors, déjà, ça fait depuis quelques années où chaque année, on est plutôt en train de créer des emplois que de stagner ou en réduire. Et en fait, le Q a essayé donc d'évaluer quels étaient les impacts des facteurs les plus importants, qui sont notamment la réglementation actuelle et son déploiement.
et c'est assez embêtant parce qu'en fait, on s'entend en écho. Ça, c'est vraiment désagréable. Et donc, une des conclusions était de dire qu'il y aurait donc de plus en plus, enfin, on serait dans la continuité d'avoir de plus en plus de déchets à traiter et à valoriser. Et aussi une évolution dans la nature de ces déchets. Également, notre secteur d'activité est un secteur qui s'est vraiment énormément industrialisé ces dernières années et qui va continuer. Donc, du coup, ça crée des emplois, tant en termes, pour faire face au volume de déchets supplémentaires à traiter, que pour faire face aussi donc, à la continuité de l'industrialisation de notre secteur et donc des besoins de compétences supplémentaires. Quand on dit métier, emploi dans le secteur du recyclage, c'est quel type de métier finalement et dans quel secteur, plus précisément, on va avoir besoin de recruter? Alors, en fait, il va y avoir nos métiers historiques, nos métiers donc de collecte et de logistique qui vont continuer à exister et à se développer aussi quantitativement. Nos métiers en exploitation, donc des agents de tri, l'encadrement d'exploitation, les conducteurs d'engins, qui vont toujours exister et qui vont même donc aussi augmenter en termes de nombre de postes. Et puis, on va continuer à voir émerger des métiers qui sont liés en fait au caractère industriel de notre secteur d'activité. Donc, des métiers liés à la maintenance, la maîtrise des process, la sécurité, des métiers aussi liés à la maîtrise de la réglementation. Voilà, donc essentiellement, c'est des métiers qui apparaissent ces dernières années et qui vont continuer donc à se développer aussi en termes quantitatifs. Du coup, ce sont des métiers assez variés qui répondent à des niveaux de compétences aussi, elles aussi variés. J'ai l'impression que c'est assez, c'est ouvert à du coup pas mal de personnes qui veulent aller vers ces métiers. Oui, tout à fait. Donc, pour la partie chauffeur et logistique, donc on s'adresse à des gens qui soit ont déjà le permis poids lourd, soit peuvent l'acquérir, notamment via des organismes de formation. On peut avoir aussi d'autres types de formations, le CAP, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui permet donc d'être dispensé à différents types de personnes. Et puis on a aussi, on recrute et on forme, notamment sous forme d'alternance, un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes, en bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Donc effectivement, notre secteur s'adresse à différents types de publics. Alors, ce sont des métiers qu'on ne retrouve pas seulement dans le secteur du recyclage. Et du coup, pour répondre à ces 17 000 postes qui vont être créés d'ici 2030, comment vous allez faire pour aller chercher les jeunes, les moins jeunes, ceux en reconversion et les attirer dans votre secteur? Alors, déjà, c'est une démarche qui a été mise en œuvre depuis un certain nombre d'années. Donc on va il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. Par exemple, on va dans des écoles pour effectivement présenter le secteur du recyclage. Il y a même des présentations virtuelles, enfin pour répondre aux nouvelles technologies. Les entreprises font de plus en plus de portes ouvertes aussi pour attirer des jeunes et des moins jeunes, par exemple. Et alors on en parlera tout à l'heure, mais justement pour attirer des jeunes et des moins jeunes, c'est pour ça qu'on s'associe cette année avec l'AFPA, qui a vraiment donc cette expertise, non seulement pédagogique, mais aussi de savoir drainer et former un certain nombre de gens, soit en formation initiale, soit en reconversion. On en parlera plus précisément juste après. Stéphanie Lagal, avec l'OPCO, vous avez participé du coup au financement de cette étude. Pour vous, quelle est l'utilité d'une étude comme celle-ci pour une filière telle que celle du recyclage? Ça permet à une profession de se doter des bons diagnostics, des bons éléments de diagnostic pour construire sa stratégie compétences. Alors OPCO2I, peut-être en 2 mots, c'est un opérateur de compétences qui est agréé par l'État et qui est né des dispositions de la loi Avenir professionnel de 2018. Ce sont les anciens OPCA. Notre matière première, c'est les contributions
financière pour la formation des salariés et des jeunes des entreprises. Et l'intérêt d'Opcodesie, c'est d'être sur un des intérêts d'Opcodesie, c'est d'être sur un champ de compétences interindustriel pour toutes les branches de l'industrie, dont celle du recyclage. Et nos missions, c'est d'aider et les branches à mener leur politique emploi-formation, à les construire notamment sur la base d'études prospectives solides qui donnent tous les éléments qui ont été cités à l'instant, qui permet aussi de travailler sur des leviers d'attractivité de métier. L'industrie souffre collectivement d'un déficit d'image et de difficultés de recrutement. Donc ça permet aux branches et aux entreprises de trouver les solutions. Toute l'ingénierie de certification qui peut être développée au service de cette politique de branche. Et enfin, et peut-être surtout, l'ADN d'un OPCO, c'est d'être en proximité des entreprises dans les territoires. Voilà, pour les aider à trouver les jeunes, à financer la formation des jeunes, à financer la formation des salariés, etc. Voilà, donc une étude prospective, elle est très structurante, elle donne une vision macro et des grandes orientations pour construire la politique. Et nous, on est là derrière ensuite, aux côtés des entreprises pour la mettre en œuvre. Alors, du coup, vous avez plusieurs types de soutien financiers, etc. Mais est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus concrètement comment vous travaillez avec la filière industrielle et particulièrement celle du recyclage? Est-ce que vous allez nous expliquer un petit peu plus Alors, très concrètement, Opcodesie a un lien direct avec les représentants des branches. Donc, je le disais, il y en a 31 dans l'industrie. Et quand on dit représentants de branche, ce sont les partenaires sociaux, donc représentants salariés et représentants employeurs de ces branches, qui sont réunis pour réfléchir, par exemple, tiens, il faudrait faire une étude et qu'est-ce qu'on va faire de ces conclusions d'études. Donc on a ce lien direct avec les représentants de la branche et on fonctionne aussi par commission qui rassemble toutes les branches sur les thématiques de l'observation, de la prospective, de la certification, etc. Et là, ça permet à des branches d'échanger entre elles pour aussi ne pas réinventer des solutions qui auraient été trouvées pour une industrie et de jouer la mutualisation et le partage sur des problématiques communes. Le sujet de l'attractivité des métiers, par exemple, plus l'interindustrie sera forte parce qu'ensemble c'est vrai que c'est désagréable l'écho, sur ces thématiques d'attractivité des métiers, plus elle sera forte sur ces spécificités de métiers tels qu'on les a entendus à l'instant. Voilà. Et puis le lien entreprise, c'est 12 délégations régionales et des conseillers en proximité dans toutes les régions des entreprises et les plus petites en particulier. Alors pour répondre à cet enjeu là, de recrutement qui va s'accélérer pour la filière du recyclage, Sylviane Troadec, vous avez mené un projet, celui d'une école nationale du recyclage. Est-ce que vous pouvez nous le présenter aujourd'hui? Et puis nous verrons après avec l'AFPA qui est partenaire très investi dans ce projet. On verra concrètement quelle forme cela va prendre. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet? Alors, ça marche, c'est bon. Oui, ça marche. J'espère que c'est compliqué pour nous parce qu'en fait, on s'entend en écho. Et donc, je ne sais pas si la régie peut faire quelque chose. J'ai l'impression que les écrans... Ouais, le son vient des voilà, écrans. Si vous pouviez éteindre les deux... Il y en a un technicien. Allez-y, Sylviane. Alors, donc... il a été décidé donc, de créer une école du recyclage et de la ressource, mais en même temps, c'est un projet qui est dans la continuité d'un certain nombre d'actions qui ont été menées par Fédérac depuis un certain nombre d'années. Il existe des CQP. Ah, merci, c'est formidable. Il existe donc des CQP, des certificats de qualification professionnelle, des CAP, des BEP. Il existe depuis de nombreuses années un organisme de formation continue, Formarec. Il existe aussi un certain nombre d'outils. Mais, comme je disais tout à l'heure, force est de constater en fait qu'on a un peu quand même du mal à attirer des gens en formation initiale, mais également des gens en formation continue. Parallèlement à ça, on va dire que le président François Escoffier, dans son programme, il y a 1 an et demi, avait mis comme priorité, une des priorités, c'est le plus important, la formation et la création d'une école.
Donc en 2021, on a travaillé avec les membres du conseil d'administration de FEDEREC sur ce projet en partant du principe, en essayant de comprendre pourquoi tous ces outils qui existent n'atteignent pas leur objectif. Et une des réponses a été de dire, bah oui, mais les formations qui sont dispensées d'une manière assez éloignée des entreprises. Voilà, notamment. Donc du coup, le conseil d'administration, dans son unanimité, a dit il faut qu'on crée une école du recyclage par rapport à tout ce qu'on a dit à l'instant sur les besoins en termes de postes et de nouvelles compétences. Donc ça, c'était donc à l'unanimité. Donc fin de 2021, donc on a un petit peu cette feuille de route. Et Hélène Van West, donc connaissait déjà, travaillait déjà avec l'AFPA, je crois, dans la région Nord. Et donc on s'était dit, il faut qu'on s'appuie sur un partenaire qui a ce maillage national et cette expertise en ingénierie pédagogique à destination de différents publics. Et un partenaire qui aussi est ouvert pour utiliser les outils qui existent déjà dans notre profession, quoi. Donc voilà notre projet. Le concept, en 2 mots, je laisserai Pascal le développer, oui, on verra le détail davantage, mais le concept, c'est d'avoir un endroit national, dans cet endroit, donc si on embauche des gens, ils seront localisés à cet endroit. C'est aussi à cet endroit qu'on va faire évoluer les contenus pédagogiques. Mais l'idée, c'est surtout de créer des plateaux techniques. Et ces plateaux techniques, nous les véhiculerons, les ferons circuler dans toutes les implantations régionales, de façon à ce que la formation soit dispensée au plus proche des gens et des entreprises. Donc ce serait un tour de France de la formation, finalement une école mobile qui se déplacerait dans toute la France pour aller former. Alors, elle serait destinée à qui cette école finalement? Elle serait destinée à qui cette école? Alors, elle serait destinée à nos salariés déjà donc en poste, donc pour faire de la formation continue, pour faire de la formation continue, pour effectivement leur faire aussi acquérir les compétences nécessaires dans le cadre de l'évolution de nos emplois. C'est une profession qui fait énormément de promotion. Donc, et qui continue. Et aussi, les publics auxquels cette école va s'adresser, c'est des publics de gens qui aujourd'hui ne sont pas dans notre secteur d'activité, donc des demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, et donc on pourrait effectivement former à nos référentiels formation. Pascal Dartois, vous êtes donc partenaire vraiment investi dans ce projet. Ça s'appuie sur votre expertise en la matière. Quelle est-elle et comment vous allez l'apporter à ce projet d'école nationale du recyclage? Alors l'AFPA, pour ceux qui ne connaissent pas, mais donc a 75 ans d'existence et a été reconstruit après-guerre pour reconstruire les compétences de la France. Donc c'est une fabrique à compétences qui est installée qui compte 116 établissements et qui est implantée sur 200 territoires différents. L'autre particularité, c'est que on est ingénieur pour le ministère du Travail, c'est-à-dire qu'on porte la politique des titres professionnels pour le ministère du Travail, et donc on fabrique les référentiels qui permettent de devenir des certifications et des qualifications. Donc ça c'est l'AFPA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis l'AFPA a vécu des périodes difficiles et est en pleine transformation depuis 5 ans. Et c'est à ce moment-là, donc c'est une rencontre de partenaires qui se disent où on en est de nos projets. Et Hélène qui me parle évidemment de cette étude d'anticipation des compétences, d'un besoin de rendre les choses un peu plus mobiles et de notre stratégie qui est en fait une stratégie d'ouverture et de partenariat pour co-construire les réponses vers les entreprises. Et notre conviction aujourd'hui, c'est de dire on est peut-être des ingénieurs de formation, mais il ne faut surtout pas que la formation reste en centre de formation. Parce que il faut que la formation soit au service des entreprises. C'est elle qui crée des emplois, donc c'est elle qui a besoin de monter en compétence ses salariés et de recruter, et de recruter des compétences qui sont déjà formées, c'est souvent le cas. C'est aussi une stratégie au service des individus. Comment et des territoires
territoire, comment on amène des personnes à trouver un chemin. C'est-à-dire que c'est vrai, Sylviane en parlait, c'est en termes d'attractivité, tous les jeunes ont l'air très, avoir envie de recyclage, mais trouver un travail dans ces entreprises-là, peut-être qu'ils n'en ont tout simplement pas la visibilité. Et puis c'est un travail aussi d'accompagnement des politiques publiques sur un autre sujet, qui est quand on va chercher des personnes sur les territoires elles ne sont pas forcément formées sur ces métiers, c'est d'accompagner la trajectoire professionnelle autant que la trajectoire de vie. Et donc on a mis en place, nos centres sont en train de devenir des villages des solutions pour les entreprises aussi bien que pour les individus. Et c'est de mettre en place toutes les solutions avec des partenaires pour concourir à ce que des personnes aillent sur le territoire prendre les emplois qui sont disponibles. Et donc le sujet sur l'ingénierie, c'est de penser évidemment construction de référentiels et fabrication de compétences, c'est de travailler justement sur la structuration de plateaux mobiles qui vont permettre depuis un point en France de déplacer ces plateaux. On le fait déjà pour d'autres entreprises, pour d'autres filières. C'est pour ça que vous vous êtes dit, ça participe à notre stratégie de déploiement, d'amener la formation sur les lieux des besoins. Exactement. Et concrètement, ça ressemble à quoi un plateau technique? Alors ça peut être, alors c'est pas forcément quand on dit mobile, c'est pas forcément un plateau technique à roulettes. Hein. C'est potentiellement, on en a différents, mais on en a un qui est vraiment intéressant. C'est un plateau mobile de soudage, et donc ça nécessite une semaine de démontage, 10 jours de remontage. Mais quand c'est bien organisé, il tourne. Alors aujourd'hui, à date, là, il est à Châtellerault, et il sera à Rennes dans 3 mois. Donc, et en fait, en fonction des besoins des entreprises qu'on organise, on peut effectivement déplacer des plateaux. C'est pas le seul moyen, c'est un moyen extraordinaire pour rendre mobile la formation. Il y a un autre moyen qui n'est pas encore très développé, mais pour lequel nous on travaille beaucoup, c'est les actions de formation en situation de travail, ce qui permet d'utiliser les plateaux techniques des entreprises. Ça nécessite, c'est un nouveau métier. Un formateur, c'est un sachant qui transmet sa compétence. C'est déjà en évolution parce que notre métier change beaucoup et notre métier c'est plus maintenant d'accompagner l'apprentissage et moins le transfert de compétences. Mais là c'est d'encadrer des apprenants dans l'entreprise sur les plateaux techniques des entreprises. Ça veut dire qu'ils sont vraiment prêts une fois à l'emploi. Et ça c'est vraiment aussi de plus en plus une demande des entreprises de former chez eux, mais pas forcément qu'ils soient impliqués eux-mêmes, mais qu'on puisse encadrer l'apprentissage, mais chez eux. Du coup, ce plateau technique, on l'imagine un petit peu, à roulette, mais finalement, c'est plutôt un ensemble d'outils, de formateurs, un ensemble de tout ça qui se déplace au gré des besoins des entreprises sur le territoire. Est-ce que, du coup, les éléments qu'a déjà développé FEDEREC en termes de formation peuvent être intégrés? C'est quelque chose que vous devez concevoir, je pense, en binôme. Comment s'intègrent les formations déjà existantes? Oui, bien sûr, on ne va pas tout refaire, donc on va puiser et capitaliser sur l'existant, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a, quand je vous disais des stratégies d'ouverture, c'est une stratégie d'ouverture avec d'autres organismes de formation qui travaillent déjà pour la branche, parce que je crois qu'on ne peut pas se passer, l'AFPA, il y a différents endroits, mais elle n'a pas toutes les compétences, et donc dans l'esprit, c'est de créer des outils qui sont mutualisés, pour toutes les ressources des organismes de formation. Et c'est bien ça l'enjeu, c'est que quand l'AFPA n'est pas présent sur un territoire, les outils créés puissent servir à d'autres organismes de formation. Stéphanie Lagall, vous qui encouragez tous ces outils pour l'attractivité et faire connaître les métiers de ce secteur, quel regard vous portez sur ce projet d'école? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je trouve que c'est un projet, je le disais tout à l'heure, c'est la politique emploi-formation de la branche qui ensuite se structure autour d'outils. Là, on est typiquement sur un outil qui répond parfaitement au diagnostic que la branche a posé, qui va résoudre, j'espère en partie, des questions d'attractivité, qui place finalement la compétence au cœur de sa stratégie compétence, et cet outil y répond. La force aussi du modèle qui est construit, c'est son agilité, pour prendre un terme très à la mode, mais qui va permettre finalement aux entreprises de trouver des solutions pas figées, mais qui
qui vont être évolutives en fonction des besoins, qui vont répondre aux besoins. Et puis cette solution de plateau technique qui tourne, ça aussi c'est une forme d'agilité, ça garantit la liberté d'action de la branche sans être figé avec des outils finalement qu'on a du mal à faire évoluer en le confiant aux vrais experts que sont les formateurs, typiquement l'AFPA. Donc voilà, la branche déroule tout le tapis, je dirais, de sa stratégie avec là un outil qui va certainement trouver les bonnes solutions. Sur le triptyque, j'attire, je fidélise et je monte en compétences. Madame Troadec, quel est un petit peu le calendrier pour la création de cette école? Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de visibilité sur quand est-ce que seront diffusées du coup les premières formations? Alors, Bonne question. on s'est fixé. Alors, c'est un travail qui prend du temps pour justement voilà, faire quelque chose qui répond aux différents objectifs, mais qui sera perpétuellement en évolution. Donc, donc on s'est fixé comme objectif de dispenser les premières formations avant fin 2022. Donc, alors peut-être pas partout en France, pas toutes les formations, mais oui, on devrait, avec l'équipe permanente de FEDEREC, pouvoir démarrer ça deuxième semestre. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut monter les programmes de formation. Je pense que, du coup, l'AFPA, vous allez avoir un rôle pour, en tout cas, faire connaître ce plateau, attirer les gens du territoire vers ces formations. Et du coup, je pense que vous allez, du coup, monter des formations pour différents profils de candidats éventuels. Alors, pour l'instant, on est chef opérateur. C'est-à-dire que c'est le projet de FEDEREC et nous, on répond au questionnement, on répond à la logique d'agilité, etc. Donc, nous, là, on est ensemblier en fait, de différentes compétences qui sont mises au service de ce projet. Ça, c'est très important parce que justement, il n'y aura pas que l'AFPA, il y aura aussi d'autres organismes de formation qui sont aujourd'hui, on va prendre le temps d'aller rencontrer les organismes de formation qui travaillent déjà avec la branche. Ça, je pense que c'est très important. C'est pas. Vous serez chef d'orchestre finalement? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est l'ensemblier des compétences, mais qui servent aussi aux organismes de formation qui travaillent déjà avec la branche. Donc ça, je crois que ça se fait pas souvent, donc je pense que c'est très important de le rappeler. Et on a un programme de travail qui est assez intense, où on répond à plein de questions. Ça va de la question de quelles compétences ou quels produits de formation on construit à comment on gère tout ça administrativement. Ça, voilà, il y a toute la bande passante des questions qui se posent. Donc on est en train de le faire. Et voilà, ça prend un petit peu de temps, mais on s'est donné une phase qui est avant l'été d'avoir terminé toutes ces réflexions pour pouvoir démarrer en fin d'année. Alors, je pense que du côté de l'État, vous devez être, je pense, vous pouvez peut-être solliciter des financements auprès de l'État pour vous aider à monter cette école. Est-ce que vous avez du coup l'appui? Par quel outil quel outil pourrait vous aider à sortir ce projet? Alors là, on travaille sur une réponse en commun à un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, qui va nous permettre justement de financer toutes les innovations pédagogiques dont la branche aurait besoin. Ça peut passer par le plateau mobile, mais ça peut aussi passer par des plateaux techniques virtuels, par exemple, qui permettent de travailler sur des briques de compétences et qui permettent aussi de mettre en place une hybridation de la formation, qui n'est pas une solution tout le temps, mais qui peut être une solution en termes de temps, en termes de coût de la formation. Donc tous ces outils-là qui sont créés par le secteur de la EdTech coûtent très cher. Et donc on fera appel effectivement à cet ami et à cet appel à manifestation d'intérêt, pardon. Et là, c'est à ce moment-là qu'on élargira le cercle à tous les organismes de formation pour répondre avec eux et qu'ils soient partenaires de cette réponse. Très bien. J'aimerais maintenant qu'on écoute un témoignage d'un salarié de ce secteur. Monsieur Traoré, bonjour. Vous travaillez chez De Richebourg Environnement et je pense qu'il est important que chacun sache quels métiers revêtent un petit peu de la filière du recyclage. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours? Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes chez De Richebourg Environnement? Moi, ça fait 10 ans et demi que je travaille dans l'entreprise de De Richebourg. Depuis 2 ans, oui.
2 ans. 2. Donc, il faut savoir que j'ai commencé d'abord lors de mon apprentissage. Un jour, j'étais à la maison, on m'a contacté. C'est une école qui m'a contacté. Une école, Ils m'ont ouais. dit qu'il y a 4 patrons à visiter, même jour. Puis je suis parti à l'école, j'ai vu les profs. Ils m'ont montré les entreprises que je devrais aller visiter. Du coup, j'ai eu l'entretien avec 5 patrons dans la même journée. Du coup, Ah, on est carrément venu vous chercher pour vous proposer de découvrir des entreprises. exactement, oui. Et parmi ces entreprises, il y avait de Richebourg, c'est ça? Oui, il y avait de Risbourg, il y avait beaucoup d'entreprises aussi comme Scofier. Oui. Et il y avait une entreprise de nettoyage aussi. Je ne me rappelle plus des noms des autres. Du coup, ce jour, il y a 3 patrons qui m'ont choisi le même jour. Eh ben, Voilà. vous avez fait de Donc, l'effet. arrivé à la maison, ils m'ont dit de choisir une entreprise parmi Ouais. les 3. Du coup, moi aussi, comme j'ai été bien accueilli dans l'entreprise de Durisbourg, et je voyais aussi les employés qui y travaillaient, je voyais que c'était intéressant de s'intéresser parce que c'était quelque chose que moi, je ne connaissais pas avant. Vous ne connaissez pas du tout le recyclage Jamais, des déchets? non. Ouais. C'était ma première fois d'entendre le mot recyclage. Même, je ne savais pas que si ça existait au fait. Moi, je pensais que les métals, quand on utilisait, c'était pour jeter. Donc, je ne me rendais pas compte qu'on pouvait les recycler. Donc, lors de ma formation, j'ai fait une formation de CAP dans CAP, ouais. l'école de MFL de Gibo à Cruzeil. Une formation de protection de l'environnement urbain collectif recyclage. Du coup, à la suite de ma formation, l'entreprise m'a embauché en tant qu'opérateur de VHU. Oui, aujourd'hui, vous avez Et- 3 casquettes. Oui, Vous êtes opérateur VHU, réceptionnaire et agent de tri. exactement, oui. Alors, qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste en quoi, ces trois métiers? Mais 3 métiers, quand on regarde agent de tri, c'est de séparer des métaux, c'est Oui. de les valoriser. Il faut savoir que dans les métaux, il y a plusieurs. Parce que moi, quand on me parlait des métaux, je pensais que c'était la ferraille. Il faut savoir qu'il y a du cuivre. Pour valoriser le cuivre, comment il faut faire? Il faut trier. Plus tu tries mieux, plus tu auras beaucoup d'argent. Voilà. Donc, il y C'est a bien résumé, oui. donc, il y a laiton, il y a zamac, il y a l'inox, il y a étang, il y a beaucoup de qualités de métaux. Bon, quand on regarde la VHU aussi, il faut savoir que les liquides qui sont dans les voitures, ils sont vraiment polluants, Oui. surtout pour la planète. Donc, pour éviter, il faut vraiment on essaye au maximum de les recycler. Puis, voilà. Et en tant que réceptionnaire, quel est votre rôle? Récessionnaire, c'est un rôle un peu difficile parce qu'il faut savoir que les clients qui nous amènent des métaux, Ouais. souvent il y en a qui ne sont pas contents, c'est normal. Parce que c'est pour cela c'est important de trier des métaux avant d'arriver à l'entreprise. Parce que si vous ne triez pas des métaux avant de venir à l'entreprise, nous, on vous prend le moins cher. Du coup, quand vous partez, moi, je vais trier. Donc, c'est ce que nous on appelle la bénéfice de l'entreprise. Donc, moi, j'essaie de parler avec les clients pour qu'ils puissent trier. Il y en a qui ne savent pas, mais quand on parle plusieurs fois avec eux, la prochaine fois, quand ils viendront, donc, ils les trient avant d'arriver sur le site. Donc vous avez un rôle important puisque, comme vous le dites, le tri, la qualité du tri est importante pour la recyclabilité de ces métaux et que ça reparte dans une filière et que ça soit recyclé correctement. Mais qui vous a formé à reconnaître les métaux à ces 3 métiers finalement? C'est de Richebourg Environnement? C'est du Risbourg Environnement. Je dirais aussi que c'est mes profs parce qu'ils m'ont aidé beaucoup, mes profs. Vos profs aussi? Oui. Ouais. Parce que mes profs, ils ont plusieurs différents des métaux dans les écoles qui nous montrent. Donc, c'est grâce à l'école et l'entreprise. Et aujourd'hui, est-ce que du coup, vous êtes fier de ce métier? Est-ce que vous le faites connaître autour de vous? Exactement, je suis très fier, hein, madame. Là, j'ai beaucoup de copains qui ne connaissaient pas aussi ce métier, mais grâce à moi, il y en a qui ont découvert le métier. Ouais. Il y en a même qui sont intéressés aussi de le faire. Oui. C'est bien, vous faites des émules du coup, vous les attirez aussi
puisqu'apparemment, voilà, la filière a besoin de gens comme vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous propose aussi une évolution? Vous avez peut-être fait d'autres formations depuis? Plusieurs, oui. Plusieurs formations. Disons, le mois de septembre, j'ai fait une formation de Sario. Oui. Donc, je pense qu'il y a une formation que je dois faire aussi pour l'appel. Et il y a plusieurs formations à faire dans les jours à venir, oui. Donc, et du coup, vous pensez que c'est un métier que vous allez poursuivre et dans lequel vous imaginez travailler longtemps? Oui, exactement, oui. Là, j'en ai parlé avec le patron. Déjà, le patron, il est content de ce que je fais dans l'entreprise. Je suis autonome de ce que je fais. Donc, je pense que je vais durer dans l'entreprise. Madame Dartois, l'École nationale du recyclage, elle aura donc pour vocation à aller chercher des gens qui ne connaissent pas ces métiers-là. Comment vous travaillez-vous sur le territoire? Vous avez des antennes dans les régions qui, justement, répondent aux attentes de demandeurs d'emploi? Comment vous fonctionnez? Alors, l'AFPA travaille, pour vous donner quelques chiffres, on a 200 000 stagiaires à peu près par an qui sont formés, et en plus, depuis 3 ans, on a développé des actions qui sont, avec Pôle emploi notamment, qui sont des préparations, de l'accompagnement à préparer son parcours. Vers des publics éloignés de l'emploi, qui ne sont pas toujours des personnes non qualifiées. Éloignées de l'emploi, ça peut être une rupture dans la vie, ça peut être plein de choses. Et donc, on reçoit entre 60 et 100 000 personnes en accompagnement. Une petite particularité, c'est qu'on a depuis l'année dernière, avec le plan Un jeune, une solution, un dispositif qui est dédié aux décrocheurs scolaires. Et bon, il faudrait 3 heures pour en parler, mais j'avais une vision de ce qu'était un décrocheur scolaire et j'ai complètement changé ma vision. Et donc, ils sont, à partir du moment où ils sont dans un organisme de formation et près de professionnels, près de plateaux techniques, quand ils rencontrent un chef d'entreprise, ils ont des étincelles dans les yeux, parce qu'on voit bien qu'ils ont pas l'idée des métiers d'aujourd'hui, ni même les métiers. Alors, les métiers de demain, c'est encore pire. Et donc, je veux juste vous donner un chiffre. Sur 10 000 jeunes décrocheurs scolaires qu'on a accompagnés cette année, 70% d'entre eux sont déjà en entreprise, en contrat d'apprentissage ou directement à l'emploi, au démarrage par des missions d'intérim. Mais 70% de jeunes décrocheurs scolaires de 16-18 ans déjà en entreprise ou en contrat d'alternance, c'est un vrai succès. Donc ça veut dire que les mettre dans le bain de l'entreprise immédiatement, sur un environnement professionnel, ils se sentent considérés comme des adultes, et c'est beaucoup d'enfants qui, en fait, de jeunes adultes ou enfants ou jeunes adultes qui ont un problème avec l'organisation scolaire, le rythme scolaire, le fait que j'aime pas les maths et par contre j'ai plein de talents par ailleurs. Donc on travaille beaucoup avec ces personnes. Ça fait entre 65 000 et 100 000 personnes qui passent par nos centres tous les ans, qui cherchent une voie, qui cherchent un chemin, qui cherchent une qualification, qui cherchent une entreprise. Et en fait, on organise autour de ça, évidemment, c'est des lieux d'attractivité des métiers. On signe des conventions nationales avec différentes branches professionnelles pour venir présenter les métiers, participer à des portes ouvertes dans les entreprises. Et ben voilà, c'est 100 000 personnes à qui on peut expliquer ce qu'est le recyclage. Voilà, c'est déjà très important en termes de volumétrie. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on travaille beaucoup à l'accompagnement de tous les freins qui sont déjà des freins à l'emploi, enfin des freins à la formation avant d'être des freins à l'emploi. Pour vous donner un exemple, à Reims, on est en train de créer une crèche d'insertion qui sera, donc c'est 12 berceaux, c'est pas beaucoup, mais ça va permettre aux femmes de venir travailler d'ailleurs sur des métiers d'hommes, mais qui n'ont pas forcément il y a beaucoup de familles monoparentales qui n'ont pas les moyens d'avoir une garde d'enfants. Et donc, cette crèche sera financée par le département. Elle sera sur notre centre AFPA. Et donc, ça permettra effectivement de pouvoir se former tout en ayant une garde d'enfants. Un autre exemple très concret, c'est qu'on a au Mans, par exemple, un plateau technique de réparation de vélos. Là aussi, une entreprise d'insertion s'est implantée avec nous, à côté de ce plateau technique, pour mettre à disposition des vélos électriques et des 2 roues pour aller soit en formation, soit au travail. Voilà. Et donc, on essaye à chaque fois de trouver une solution qui n'existe pas sur le territoire pour que les personnes du territoire trouvent un emploi à proximité de chez elles.
Monsieur Traoré, vous ne connaissiez pas les métiers du recyclage, maintenant vous y travaillez, vous vous y projetez. Est-ce que vous pensez qu'une école, comme dont on a parlé tout à l'heure, va permettre de faire découvrir ces métiers? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Et est-ce que vous êtes content, enfin, est-ce que vous vous rendez compte de l'importance que vous avez pour protéger la planète au sens large du terme? Oui, moi je pense que c'est important de réagir maintenant pour la planète. Sinon, dans quelques années, on sera dans une crise catastrophique. Moi, je dirais l'entreprise m'a aidé, mais ceux qui m'ont aidé plus, c'est l'école, c'est mes profs. C'était vraiment avec moi qui m'ont vraiment découvert ces métiers que je ne connaissais pas. Donc, et du coup, de voir une école comme celle-ci qui se monte, vous pensez que ça va du coup faire découvrir ces métiers à d'autres... Moi, je ne connais pas toute la France, mais je pense que mon école, que je connais, oui. Parce qu'ils ont fait beaucoup des efforts par rapport pour contacter les zones. Et je connais plein de zones aussi qui sont dans l'école. On est plus de 400 personnes dans l'école. Donc, je pense que oui. Monsieur Yingfer, vous êtes le représentant des fabricants de canettes. Le recyclage, c'est un secteur important pour votre activité. De voir une école comme ça qui se crée et qui va aller au contact des gens et qui va aller faire découvrir ces métiers, à votre avis, est-ce une bonne chose? Et surtout, quelles conséquences ça aura sur vos activités? Ah, le maître. Ça ne peut être qu'une bonne chose, bien sûr. On voit bien que le métier du recyclage est important et on a besoin de le faire grandir parce que le taux de recyclage est relativement moyen en France. Ça dépend des matériaux, mais dans le métal, c'est pas très bon. Et d'un côté, il y a un déficit entre le consommateur qui est en faveur du geste de tri, qui fait des efforts pour le tri, sa connaissance après est relativement moyenne de ce que devient son geste de tri. Et puis à l'arrivée, ceux qui collectent, qui trient, qui recyclent, il y a encore beaucoup d'écart entre ce geste de tri et puis la réalité où ça va. Surtout qu'il y a 30% de déchets qui terminent en décharge en France. C'est l'un des taux les plus importants en Europe. Donc déjà, si ça, on pouvait le régler, ce serait déjà pas mal. Et donc, former les gens au métier du recyclage est évidemment hyper important, sachant que ce que vous disiez, ce que tout le monde dit d'ailleurs, c'est qu'on fait le geste de tri. Donc on a besoin derrière de savoir ce qui se passe et d'augmenter la qualité du geste de tri. Est-ce que pour une filière comme la vôtre, Oui. Quelles sont les marges de progrès en termes de recyclage aujourd'hui? Les marges de progrès sont importantes. Nous, on estime qu'il y a à peu près 7 canettes sur 10 qui sont recyclées en France. Donc il y a à peu près 5 milliards de boîtes de boissons qui sont consommées en France. C'est l'un des plus gros pays consommateurs de boîtes de boissons. Donc c'est pas suffisant. Maintenant, les canettes étaient à la fois en acier et en aluminium. Maintenant, elles sont de plus en plus en aluminium. Et les centres de tri ne sont pas suffisamment équipés de machines à courant de Foucault, par exemple, pour bien recycler la canette. Donc, oui, le métier du recyclage est hyper important parce que c'est un emballage qui se recycle à l'infini, qui ne perd pas ses qualités intrinsèques quand il est recyclé. Donc, plus on le collecte propre, plus on peut le remettre dans la filière de recyclage et plus on économise de l'énergie parce que chaque fois qu'on utilise une canette recyclée, on économise 95% de l'énergie qu'on aurait dû utiliser avec une matière vierge. Donc oui, c'est hyper important que ces filières soient fortes. Est-ce que vous avez des objectifs de réincorporation de matières recyclées dans vos canettes? Alors, on estime qu'il y a à peu près 50% de matière recyclée dans la boîte boisson, c'est au niveau européen. Nous, 80% de la canette est consommée en France, sont fabriqués en France. Mais en fait, cet aluminium qui vient de la boîte boisson, il ne sert pas uniquement à la boîte boisson. C'est-à-dire qu'il y a l'aluminium, il est dans l'automobile,
il est dans le bâtiment, et donc à un moment, il reste dans ces éléments-là. Donc toutes les matières collectées servent à l'aéronautique, à l'automobile et à la canette. Donc on aimerait bien faire grossir le poids de la matière, enfin le pourcentage de matière recyclée dans une boîte boisson, mais il faut collecter beaucoup plus au niveau de l'aluminium de manière globale. D'où les besoins de recrutement pour la filière, pour collecter, pour trier et pour réincorporer cette matière. Sylviane Troadec, j'aurais une dernière question pour vous. Est-ce que, du coup, vous pensez que l'évolution de l'intérêt pour le recyclage donne du sens à ces métiers et attire de plus en plus de profils? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on constate. D'ailleurs, Ali l'a dit, hein, c'est vrai qu'il a parlé de sens par rapport à la planète, etc. Moi, j'ai 57 ans. Quand j'avais l'âge d'Ali, on ne se préoccupait pas franchement de ça, quoi. Hein, on s'attendait plutôt à ce qu'il y ait des soucoupes volantes après l'an 2000. Mais donc, on voit dans nos recrutements de plus en plus de jeunes, ou un petit peu moins jeunes et un peu moins jeunes, mais qui sont effectivement intéressés par le fait de travailler dans un secteur qui contribue à la préservation de la planète, et dont le recyclage, quoi. Et c'est vrai que pour ça, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure d'un besoin de compétences et d'attractivité de toute l'industrie, je crois que c'est vous, hein, et je pense que par rapport à d'autres secteurs de l'industrie, on est peut-être un petit peu plus attractif par rapport à cette image que nous sommes une industrie qui contribuons non pas à polluer, mais effectivement à préserver la planète. Donc on attire effectivement... C'est un bon point sur lequel vous pouvez vous appuyer, en tout cas, pour attirer des jeunes comme Ali et d'autres profils qui ont envie d'avoir un métier qui a du sens pour eux. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie. Ah, Monsieur Jingfer, allez-y. Non, il ne fonctionne pas. Ouais. Oui, je voulais juste faire une remarque par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que notre industrie a lancé un programme qui s'appelle Chaque canette compte, donc qui est centré sur la collecte de la canette dans les grands événements, dans le marché hors domicile, pour rendre ces événements propres. Et donc, on a lancé ça il y a 10 ans, on a maintenant plus de 60 partenaires, qui soient des start-up, des associations professionnelles ou d'autres types d'entreprises. Et là, on sent bien cette volonté de collecter, de recycler et d'informer. On a fait l'année dernière le Recycling Tour, c'est un tour dans les grandes plages françaises qu'on va refaire là en Guadeloupe et encore en métropole. Et on voit bien que les gens, quand on leur explique ne jetez pas votre canette, mettez-la dans notre bac et nous, on va les redonner dans les cercles des municipalités. Et à quoi ça sert? Là, ils sont contents, ils comprennent, ils voient qu'ils font un geste pour la planète. Et nous, on travaille avec des bénévoles, donc il y a une 50aine de bénévoles qui fait ce Recycling Tour. Je peux dire qu'ils sont hyper motivés. Ils ne sont pas payés pour ça, ils sont bénévoles. Et donc, il y a une vraie volonté pour le recyclage auprès des jeunes. Et c'est pour ça que votre école, les formations que vous allez faire, je pense, devraient rencontrer beaucoup de succès. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup d'être venu échanger avec nous ce matin. Je vous propose de passer à des questions dans la salle. Si vous en avez, n'hésitez pas. On vous passe le micro. Et n'hésitez pas à vous présenter et à dire à qui s'adresse la question. Allez-y. Pas de questions. Je sais qu'on est aussi retransmis en direct. Il n'y a pas de questions. Alors, en attendant peut-être que les gens se mobilisent, moi j'aurais bien vu qu'on refasse un... Ah, il y en a une ici, voilà. Bonjour, Patrick Kornberg, je suis vice-président de FEDEREC et je suis très heureux d'avoir écouté Ali parce que c'est vraiment le meilleur exemple de le fait de pouvoir, il y a le travail qui va être fait par l'AFPA, mais par le fait de pouvoir aussi transmettre aux autres, à
à la population, aux gens qui peuvent connaître, l'attractivité et l'intérêt qu'il peut y avoir dans ce métier. Il est assez mal connu, effectivement, puisqu'il le disait lui-même avec juste raison, le recyclage entre un morceau de cuivre et un morceau de ferraille, il y a quelques temps, il ne savait pas ce que c'était. Et une fois que les gens y ont goûté, je peux vous garantir qu'ils ont une petite piqûre, ils ont envie de continuer. Et juste une petite chose pour l'AFPA, dans votre travail futur, est-ce que vous avez justement pensé entre la partie technique auquel vous allez apprendre aux futures personnes qui pourront travailler dans nos professions, est-ce qu'il y aura des stages entreprises ou des choses comme ça qui pourront être organisés dans le futur ? Alors, dans toutes nos formations, on prévoit systématiquement un stage en entreprise qui permet soit alors, on le fait en amont de la formation pour consolider le projet, vérifier que les personnes ont bien pris en compte tout l'environnement de l'entreprise et du secteur. Et puis, une fois qu'on passe en formation qualifiante, par exemple en contrat d'alternance, alors le contrat d'alternance c'est voilà, moitié formation, moitié. Mais pour des adultes, par exemple, il y a à peu près entre 6 et 8 semaines de stage en entreprise pour une formation qui dure 6 à 8 mois. Donc ça permet effectivement en deux ou 3 fois, ce qui permet d'aller vérifier aussi la compétence à différents moments de la progression pédagogique, mais on le fait systématiquement, oui. Y a-t-il une autre question ? Moi, justement, j'aimerais rebondir sur l'aspect contrat d'alternance. Est-ce que c'est quelque chose qui est très développé dans le secteur du recyclage, Sylviane Troadec ? L'alternance, est-ce que c'est un point sur lequel vous souhaitez... est-ce que c'est très développé et est-ce que vous voulez encore plus le développer ? Alors, je me tourne vers Lob Codosi, qui tient tous les chiffres de notre profession. Alors, je ne nous ai pas comparé à d'autres, vous allez peut-être pouvoir le faire, mais l'alternance se développe, c'est pas mal développé dans notre secteur d'activité. On peut peut-être mieux faire, je ne sais pas. Vous avez des chiffres, Madame Lagal ? Il y a 700 jeunes dans votre branche en alternance, donc effectivement, vous pouvez mieux faire. Parce que dans d'autres branches, il y en a plus. Mieux faire, mais enfin, je pense que tout ce qui est mis en place va participer de cette dynamique sans doute à développer, parce que l'alternance, c'est un moyen d'attirer des jeunes, de les former en leur donnant le goût de l'expérience avec cette alternance entre l'entreprise et la formation. Donc c'est une solution... C'est une voie royale pour une branche comme la vôtre, qui peut se coupler d'ailleurs à des dispositifs tels que la préparation opérationnelle à l'emploi, qui permet d'aller sourcer des jeunes qui n'ont pas entendu parler, qui n'auraient pas eu idée d'eux, ou des publics auxquels les entreprises n'auraient pas forcément pensé. Pascal, tu as beaucoup parlé des publics féminins, mais ça permet vraiment d'aller chercher dans des territoires des publics auxquels on n'aurait pas spontanément pensé. Donc, on a là aussi la batterie d'outils et un programme tel que celui-là va sans doute développer la filière alternance dans la profession. Toujours pas de questions ? Bon, j'en pose une dernière et après je vous libère. Quelle est la place des femmes dans ces métiers et est-ce qu'elle peut être accentuée ? Alors, la place des femmes... Dans notre secteur d'activité, on va dire qu'elle est comme dans tout secteur industriel, parce que nous sommes vraiment un secteur industriel, avec une industrie et une partie transport. Donc, on ne voit pas encore beaucoup de femmes à bord de camions, à la conduite de camions, bien que les écoles qui forment, notamment à la conduite de poids lourds, disent que les femmes sont celles qui sont les plus prudentes et qui ont pour l'instant un taux d'accident moins élevé que les hommes, quoi. Donc, c'est pas un métier, c'est un métier qui est tout à fait accessible aux femmes, que ce soit sur les chaînes de tri, que ce soit pour conduire des engins, que ce soit à la réception, que ce soit au tri, par exemple. Dans les métiers support, j'allais dire bien entendu, mais c'est mieux de le dire. Donc c'est vraiment un métier qui peut tout à fait s'adresser aux femmes. Après, c'est plutôt une question d'image qu'on retrouve d'ailleurs dans tout le secteur de l'industrie, hein, où les femmes sont, pour l'instant, il y a moins de femmes dans ce secteur. Et elles ne sont pas assez visibles, celles qui... Il y a peut-être tout un travail à faire pour les rendre visibles, justement celles qui travaillent déjà dans ces secteurs. Oui, tout à fait. Et celles qui travaillent dans le secteur, y restent. Ouais. Elles sont souvent d'ailleurs promues. Donc,
Très bien. Bon, je propose qu'on s'arrête là. Merci à tous d'avoir échangé. Merci aux auditeurs présents et à distance. Julien, je te passe le relais. Eh ben oui, et puis tu vas rester peut-être une petite seconde avec moi et on peut les applaudir et les remercier. On remercie nos invités. Merci d'être venu. Viens peut-être là. Je viens t'écouter. Donc, merci en tout cas d'avoir animé cette première table ronde. On va se retrouver en début d'après-midi pour une autre grande séquence de questions et de réflexion et de pédagogie surtout autour du recyclage. Peut-être juste, moi j'avais 2 petites questions. Peut-être d'ailleurs les questions à toi, Florence. Justement un peu en guise de synthèse avant d'aller déjeuner, mais le sujet numéro 1 et le sujet qui a été évoqué là, c'est quand même le sujet de la connaissance, de la perception de ces métiers pour le public. Quel regard justement, au sens large, sur aussi bien le recyclage que de manière générale sur les métiers de l'environnement, quel regard toi tu as en tant que journaliste justement sur ces sujets? Alors, ce sont des métiers qui sont très variés. C'est ça qui est toujours étonnant, c'est que là on en parlait recyclage, mais quand on parle métier de l'environnement, c'est aussi par exemple un technicien de génie écologique qui va travailler sur la restauration des milieux naturels. C'est par exemple, j'ai pas d'autres idées comme ça, mais ce qui me choque souvent, c'est la diversité des métiers. Et ce que je retiens, c'est que tout le monde peut y trouver son compte. Tout le monde peut y trouver un intérêt. Et je pense que c'était aussi un petit peu le fond de ma question. Avec la crise sanitaire et les autres crises qui se suivent, climatiques, etc., je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui remettent en question leur rôle dans la société et ce qu'elles peuvent y apporter. C'est ça, c'est la question qui était évoquée, c'est la question du sens en fait. Du sens à son métier. Et on voit que c'est une tendance. Et je pense que les métiers de l'environnement sont tellement variés que tout le monde pourrait trouver sa place. Qu'on aime travailler dans l'industrie avec des machines, qu'on veuille travailler dehors par temps de pluie ou par tous les temps. Voilà, chacun peut y trouver, du plaisir, un intérêt, un sens. Et voilà, je trouve que je pense que c'est la grande tendance qui va arriver, c'est la recherche d'un sens. Oui. Et encore faut-il, sur ces métiers du recyclage, aller chercher les candidats, aller chercher les professionnels, aller chercher ceux que finalement on peut former. Oui, parce qu'il y a énormément d'opportunités d'emploi pour tous les profils, pour tous les niveaux. Maintenant, il faut évidemment que toutes les branches, et nous compris celle du recyclage, fassent connaître ces métiers et aillent convaincre et chercher les gens. Et je pense que la rencontre va se faire entre le besoin de changer, de trouver un sens, trouver un emploi pour certains tout simplement, et les opportunités qui se créent, ça va matcher. Et je pense qu'on est au début d'une évolution majeure vers ces métiers-là. On conclut cette matinée sur une note positive. Merci beaucoup. Merci, Petite pause Julien. déjeuner, donc on se retrouve à 14h45 avec un échange, vous allez voir, un format un peu innovant, assez original. Les idées reçues des Français sur le recyclage. Fédérec les a listées et des experts justement viendront nous donner leurs réponses et on espère des bonnes réponses. À tout à l'heure donc, pause déjeuner et puis on se retrouve en physique et en digital dans 1h15 ici pour cette journée mondiale du recyclage.